Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints à cette session de Elasticon. Euh, Avec Pietro, nous allons vous présenter un use case Elasticsearch sur la recherche dans des grands graphes. C'est un sujet assez intéressant de notre point de vue par rapport, premièrement, par rapport au modèle de données et ensuite par rapport à la volumétrie de données dans notre cas d'utilisation. Donc, recherche dans des grands graphes avec Elasticsearch. Je vais prendre quelques instants avant de commencer pour nous présenter. Nous faisons partie d'une équipe de passionnés des technologies de recherche qui s'appelle Adeline. Nous sommes basés dans la région parisienne. Nous sommes intégrateurs d'Elasticsearch et Solar. Nous offrons des services de consultance et de formation autour des technologies de recherche. Et nous sommes aussi des développeurs d'une solution de recherche qui s'appelle A2, un moteur de recherche pour e-commerce et enterprise search. Je m'appelle Radu Pop, je suis Solution Architect au sein de l'équipe Adeline. Je fais partie des différents projets autour de la stack ELK. Et aussi sur des différents projets en utilisant la technologie A2. Récemment, je me suis penché plutôt sur des problématiques de pertinence de recherche. Pour cette présentation, je vais avoir une deuxième casquette, celle de consultant search au sein de l'équipe Data Lake de l'Institut national de l'audiovisuel. Bonjour à tous, je m'appelle Pietro Mille et je travaille chez Adelian comme ingénieur de logiciel. L'un des principaux projets sur lesquels j'ai travaillé avec l'équipe d'Adelian est All.Seed, que c'est notre moteur de recherche collaboratif. J'aime aussi explorer le domaine de l'apprentissage automatique et de la vision par ordinateur. Et en tant que consultant en search à l'INA, j'apporte une expertise supplémentaire dans le domaine du search. Et avec Radu, on travaille sur le projet du lac de données. Ici, on a un aperçu sur la quantité de données sur laquelle on travaille tous les jours. Cette immensité représente un challenge dans le domaine du search. Nous avons 22 millions d'heures de services enregistrés qui génèrent environ 1 milliard de vues, 1,2 million de photos et jusqu'à 18 000 sites web archivés pour un total de 5 milliards de URLs. Donc, en plongeant ensemble dans le lac de données. Première chose, je vais remercier les fondateurs de ce projet, donc Colin, Stan et Gauthier. On peut voir dans le lac, on travaille tous les jours avec un gros volume de données. On parle de 60 millions de documents. Ces documents représentent des métadonnées. Ce n'est pas donc du pur contenu, comme dans les cas d'une vidéo, d'une image ou d'une piste audio. Ce sont des métadonnées, donc ce qui se cache derrière le contenu et ce qui est utilisé pour le décrire. Nous traitons des métadonnées au quotidien. Pour une chanson, il a son titre, le format, l'artiste qui l'a écrit, les musiciens qui l'interprètent. Sont des données qui font part du domaine de métadonnées. Les lacs de données a une architecture très simple, à 3 couches. Un partie pour le stockage, avec des bases de données hétérogènes, un partie pour le traitement des données, et un partie dédiée à l'access, et donc à la partie pour la recherche, la partie qui nous intéresse le plus. Donc ici, on a une première définition du modèle de données. C'est très important de distinguer 3 aspects différents de notre donnée. Donc, on voit ici le contenu, l'événement et les médias. Le contenu est unique, il peut représenter une vidéo, une photo ou un texte. L'événement représente un instant spécifique du contenu. Par exemple, si nous prenons un JT qui est diffusé tous les jours, les vidéos elles-mêmes, avec les nouvelles et les contenus, après, les vidéos peuvent être diffusées à plusieurs reprises dans la journée, donc il y aura plusieurs événements associés. Enfin, on a le média qui représente les supports pour notre contenu. Par exemple, peut-être un fichier MP3, MP4, un VHS. Il a aussi une autre différence dans notre modèle de données que c'est important d'examiner. En fait, on peut avoir une différence entre les différentes métadonnées.
Donc, on voit ici, on peut avoir des métadonnées traitées par le domaine, par les experts du domaine, donc des données enrichies et nettoyées. Donc, on voit ici, ça on l'appelle curated data. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle free text, donc des données qui ne sont pas organisées, des données qui ne sont pas structurées. Chaque différent type de métadonnées peut être associé à un type de données. Donc, on voit ici qu'on a des métadonnées associées à notre contenu. On a ici la télé, la radio, les journaux. On a des données associées à l'événement. On a une espèce de calendrier. Et on a aussi des données associées aux médias. Ça vous commence à donner un aperçu sur notre modèle de données, qui est en fait un graphe, notamment un grand graphe, avec plusieurs relations entre les différentes entités. Si nous prenons par exemple l'instance qui peut être un JT, cela peut avoir de nombreux événements associés. Chaque événement, il peut avoir aussi un numéro agent associé. Et donc, on voit la complexité de cette grande graphe. Et ça, c'est juste en partie de le graphe qui représente notre modèle de données, ALINA. À partir de cette graphe, on se retrouve avec deux challenges. Intégrer le graphe dans une base de données relationnelle, on envoie quelque chose de très complexe, et aussi transposer tout ça vers un document JSON pour pouvoir indexer tout ça dans un moteur de recherche. Mais pour faire ça, on ne veut pas prendre le document dans son intégralité. Imaginez de vouloir indexer des documents avec plus de 10 000 champs. Ça peut prendre énormément de temps au niveau de la recherche et au niveau de l'indexation, bien sûr. Pour cette raison, on a décidé d'appliquer un des plus utilisés principes ou techniques, le principe de divide et impera. On a donc décidé de diviser notre graphe en plusieurs parties. Chaque partie nous donne un index différent. Ce découpage n'était pas aléatoire, mais on l'a fait avec l'aide des experts du domaine des données. Donc, on voit ici, on a un index pour les concepts, on peut avoir un index pour les événements, on peut avoir aussi un index pour les instances. Ça, ce n'était pas suffisant et je laisse Radu expliquer pourquoi ce n'était pas suffisant. Oui, donc à partir de ce modèle de données, nous avons identifié le processus d'indexation, un processus a priori classique. Donc, nous avons un certain nombre de bases de données sources, des bases de données qui sont très hétérogènes au fil du temps, des différentes technologies qui ont été utilisées avec des différentes spécificités. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir unifier l'ensemble de ces sources et de les intégrer dans une base de données standard de référence pour pouvoir indexer par la suite les documents dans le moteur de recherche dans Elastic. En passage, on peut appliquer des opérations de nettoyage ou de synchronisation entre les différents documents, les différentes parties de documents et entre les différentes bases de données. Donc ici, la première étape, c'est d'indexer l'ensemble des sources dans une base de données relationnelle, dans une instance PostgreSQL. Et ensuite, l'idée, c'est d'indexer directement ces documents en Elastic. Donc ça, c'était une première approche que nous avons eue tout au début du projet. Et en faisant ça, en appliquant cet workflow direct simplifié de l'indexation, avec la volumétrie actuelle, nous avons constaté qu'un processus d'indexation complète a nécessité plus de 2 ou 3 semaines d'indexation. Donc, pour ces temps de traitement très longs, nous avons essayé d'imaginer une méthode d'optimisation pour pouvoir assurer par la suite les différentes autres opérations de mise à jour ou de changement dans une base de données d'origine. Donc, une indexation en mode full risque d'être nécessaire avec une certaine fréquence dans le futur. Donc, un temps de traitement de l'ordre des jours, des journées, des semaines ne serait pas acceptable au niveau fonctionnel. Donc, une première
optimisation qu'on a pu identifier, c'est d'introduire une étape préliminaire dans l'indexation dans le moteur de recherche. Nous avons conçu des documents, des fragments des documents JSON définis par certains schémas, donc pour des fragments spécifiques des différentes parties de documents global, de l'ensemble de graphes. Et donc, nous avons indexé ces documents JSON, ces fragments, dans une base de données documents, dans une instance MongoDB ici. Et ensuite, dans le moteur Elastic, nous avons reconstruit des documents qui correspondent à chaque vue sur le graphe en choisissant des différents fragments JSON. Deux éléments clés dans ce processus d'indexation. Donc, tout d'abord, nous avons fait des optimisations sur les requêtes SQL, donc de côté base de données relationnelle, et aussi, ce qui est important, de côté fragment JSON, nous avons utilisé un schéma déclaratif pour pouvoir faire des combinaisons, pour pouvoir avoir la flexibilité de plusieurs combinaisons de fragments. Pour illustrer un peu cette représentation de modèle de données, donc à partir des enregistrements dans la base relationnelle, ici à gauche, on passe par cette étape intermédiaire des fragments JSON. Ici, vous voyez un exemple de schéma pour un document qui peut contenir des textes, des identifiants, des événements, des annotations, etc. Et de côté droite, nous avons le résultat final, le document JSON prêt à être indexé en Elastic. Pour insister un peu sur la partie schéma des fragments JSON, nous pouvons mentionner que c'est un concept inspiré de GraphQL. C'est une méthode déclarative pour définir une structure de document. On peut implémenter des différentes relations entre les entités sur plusieurs niveaux d'imbrication. Et cette méthode nous donne la flexibilité de pouvoir modéliser les différentes relations entre les fragments. Donc, du côté droite, vous pouvez voir un détail de schéma assez complexe que nous avons utilisé dans un des moteurs. Un schéma d'une instance qui peut contenir des concepts associés, qui intègre des différents événements. Les événements, à leur tour, peuvent avoir des concepts associés, des agents, etc. Pour détailler un peu un exemple de fragment, donc à partir de côté gauche, un schéma relativement simple, donc qui intègre des identifiants et des textes et des concepts, on peut voir en fait que le volume d'informations et le nombre de caractéristiques des champs dans le document, il peut être assez important. Donc, à partir d'un schéma d'une dizaine de lignes, le résultat, en fait, il est assez verbeux. On peut obtenir des dizaines, voire des centaines de lignes dans un document JSON. Juste pour donner une idée de la complexité des requêtes SQL qui sont faites à partir de ce schéma. Donc, ce sont des différentes implications, des inner join, des unions, des group by, donc des choses relativement complexes au niveau de la base de données relationnelle. Et donc, justement, en utilisant cette étape préliminaire d'indexation, nous avons gagné énormément de temps au niveau de l'indexation en élastique, en utilisant les fragments qui sont déjà précalculés. Quelques mots par rapport à la transformation des documents. Nous avons utilisé une librairie open source, JSLT, donc c'est un langage de transformation pour des documents JSON, inspiré de GQ, XPath ou XQuery. Cette librairie, elle représente une méthode très simple et très efficace pour la transformation des documents JSON.
l'utilisation de cette transformation, de ce langage de transformation, elle est, à notre avis, plus simple que la maîtrise d'une transformation implémentée dans un langage de programmation, et elle présente aussi la facilité de maintenir et de faire des modifications sur les différentes parties de transformation. Juste pour donner un exemple sur la transformation de requêtes entre l'API offert au niveau applicatif et la requête Elasticsearch. Donc, à gauche, un exemple simple de requête d'API Search, donc de plein texte. Vous constatez que c'est relativement courte, une vingtaine de lignes qui peuvent spécifier des choses de base, comme l'utilisation d'un filtre, le calcul de plusieurs facettes sur les événements de diffusion, dans ce cas-là, les différentes personnes qui sont associées à des différents événements, en règle de tri, et donc tout ça, en réalité, ça correspond à une requête élastique assez complexe, de quelques centaines de lignes. Donc, en utilisant cette API très simplifié, ça permet d'offrir à l'utilisateur et intégrateur applicatif une vision très simple sur le langage Elasticsearch. Le workflow d'une requête search est simple. Il consiste tout d'abord d'une étape de validation, dans laquelle on peut spécifier, par exemple, la langue utilisée pour l'interrogation des index. Par exemple, un opérateur, s'il s'agit d'un mode ou et pour les différents concepts, on peut définir les règles de pagination. Ensuite, la partie centrale, c'est la partie de transformation proprement dite et construction de la requête Elasticsearch. Comme nous avons mentionné, la définition des filtres, on peut éventuellement définir des profils d'utilisateurs, donc avec des accès et des spécificités au niveau des champs qui ont le droit à interroger, la possibilité de définir des agrégations imbriquées, des histogrammes, des règles de tri, etc. La troisième partie, qui est toujours implémentée en utilisant les transformations JSLT, c'est pour la partie de présentation de résultats. Dans cette partie, on peut implémenter des règles supplémentaires de tri ou de sélection des champs qu'on veut remonter vers l'application. Aussi, le traitement de la pagination, donc des étapes intermédiaires pour implémenter une pagination plus fluide. Bien sûr, la partie highlight qui est intégrée dans la réponse, et aussi une présentation éventuellement simplifiée des agrégations imbriquées. Pour conclure, il y a plusieurs éléments à retenir par rapport à notre projet, donc plusieurs points de réflexion et plusieurs optimisations qu'on a pu rajouter au fil de temps. Tout d'abord, ce qui est essentiel à retenir, c'est le modèle de données sur lequel nous avons travaillé et qui représente des graphes d'entités. Et aussi, par rapport à l'optimisation qu'on a pu identifier, c'est de trouver une façon raisonnable pour partitionner ce graphe et de pouvoir indexer les documents en fonction de plusieurs vues fonctionnelles. Le deuxième point à retenir est lié aux fragments JSON qui nous ont permis une optimisation importante de temps d'indexation. Le troisième point, au niveau technique, les transformations JSLT que nous avons utilisées à la fois sur la normalisation des documents, mais aussi sur l'implémentation des requêtes, qui nous a permis d'avoir une méthode très simple et modulaire pour définir et abstractiser la complexité des requêtes. Le quatrième point que nous avons mentionné sont les API de recherche qui sont spécifiques à des différentes fonctionnalités.
et qui représente un rapport de requête Elasticsearch et de langage Elasticsearch qui peut être complexe et qui peut, en utilisant des API Search simplifiées, permet une prise en main des moteurs plus rapide. Et pour finir, pour la partie pertinence des recherches, nous avons commencé cette évaluation et c'est une action qui est actuellement en cours et on essaye d'avoir une visibilité et plusieurs stratégies d'optimisation sur la pertinence. Merci et nous attendons vos questions et vos remarques online ou sinon par l'intermédiaire de chat ou par email. Merci.